France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, mais en ce lundi 7 octobre, à la une, attaque de la préfecture de Paris. Édouard Philippe, le Premier ministre, a réitéré sa confiance à Christophe Castaner. Selon vous, le ministre de l'Intérieur doit-il démissionner? On en parle dans un instant avec vous. 01 40 33 9000, puisqu'il a reconnu lui-même des failles dans le dispositif. Vous nous appellerez au 01 40 33 9000. On en parle dans un instant avec Gamal Abinas, Sabrina Sebaï et Rudy Kazi qui seront avec nous dans un instant. Retour sur les résultats des législatives en Tunisie avec Ennahda qui serait en première position et qui arriverait en tête devant le parti de Nabil El Karoui sur France Maghreb. On en parle tout à l'heure. Violence policière, une garde à vue pour un lycéen du côté de Ivry-sur-Seine. On y reviendra. Zapping, info zappé et bien entendu en fin d'émission le quiz. Le Grand Forum, Christophe Fro, 16h-18h, sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous aujourd'hui. En ce lundi, nous sommes le 7 octobre. J'espère que vous allez bien, en pleine forme. Ravi de vous retrouver jusque 18h avec vous, chers amis auditrices, auditeurs. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler comme d'habitude. Et pour commenter l'actualité avec nous, aujourd'hui, la question du jour que l'on vous pose, c'est par rapport à Castaner, qui s'est exprimé hier sur TF1, le ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe a réitéré sa confiance à Christophe Castaner. Selon vous, le ministre de l'Intérieur doit-il démissionner au vu de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, au vu de cet individu qui s'est radicalisé visiblement, et on n'y a vu que du feu, ou plutôt on a fait semblant de ne pas voir, d'après ce qu'il en ressort en tout cas. On en parle avec vous au 01 40 33 9000. Doit-il partir? Il a avoué hier sur TF1 qu'il y a eu des failles dans cette affaire, et surtout il a déclaré que pour l'heure sa démission n'était évidemment pas en question pour lui. Pour en parler avec nous aujourd'hui, monsieur Gamal Abina est arrivé. Salut Gamal. Salut. Comment ça va? Ouais, tranquillement comme d'habitude. Je vois une belle silhouette apparaître dans le studio. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Sabrina Sebaï. Oui. Comment ça va? Ça va et vous? Notre élu d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, Très oui. heureuse d'être de retour. Bah oui, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu deviens, ma chère Sabrina? Ah bah écoute, la campagne, Toujours? Toujours. Bon, très bien. Ça marche bien? Ça va. Bon, alors très bien. On sera du côté d'ailleurs de Ivry-sur-Seine tout à l'heure avec un jeune homme. Puisqu'apparemment il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire du côté de Ivry samedi matin. Un lycéen a été placé en garde à vue. Tu y étais, m'a-t-on dit d'ailleurs, Sabrina? Tout à fait, j'y suis passée l'après-midi devant le commissariat pour voir un peu ce qu'il en était. Et puis comme il y avait des parents, des professeurs aussi, donc c'était un peu pour voir comment se déroulait un peu la situation sur place. Alors on sera avec un jeune homme d'ailleurs qui a connu lui aussi la garde à vue pour avoir écrit un tag. Il n'était pas tout seul. Macron démission. Voilà, ça lui a valu une petite gave. Voilà, et puis on fera le point aussi sur les informations qu'on possède sur ce qui s'est passé hier du côté de Villiers-le-Bel. Visiblement, il y a un jeune homme de 23 ans qui est décédé suite à un accident de moto. On donnera les informations qu'on a évidemment qui sont en notre possession. Encore malheureusement trop de jeunes qui meurent, voilà, avec des morts qui restent quand même assez suspectes. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Pour l'heure, Gamal. Il y a Rudy avec nous aussi. Et Rudy. Salut mon Rudy, je t'avais pas vu. Pourtant t'es imposant. On me présente plus. Bonjour monsieur Rudy. Je suis très discret, c'est pour ça. Rudy Kazi, toujours vice-président des forces républicaines. C'est ça, plateforme de réflexion et d'action citoyenne à l'endroit donc de la jeunesse, en particulier celle des quartiers, venant aussi de l'immigration, mais aussi travaillant sur la condition des femmes et la situation du handicap. Bon, donc j'ai mon plateau qui est complet, parfait, on est là, on est bien, tranquille, c'est lundi, bon début de semaine. On fera un petit tour par la Tunisie parce qu'il y a eu des législatives hier, avec des résultats un peu surprenants. Ennahda qui terminerait premier, donc devant le parti de Nabil Karoui qui est toujours en prison jusqu'alors. Le deuxième tour de cette élection présidentielle sera dimanche prochain. Il opposera Nabil Karoui donc à Kais Saied, donc dimanche prochain. Une actualité politique tunisienne très mouvementée, c'est peu de le dire. Pour l'heure, on s'arrête un petit peu en France avec Christophe Castaner qui est toujours ministre de l'Intérieur à l'heure où nous parlons. Pourquoi? Parce que il a avoué qu'il y a eu des failles dans l'affaire de la tuerie de la préfecture de police de Paris concernant donc Michael Harpon. Alors il a donc dévoilé qu'il y a eu des failles. On se rappelle d'ailleurs qu'il a pris la parole tout de suite en disant que l'individu en question n'avait jamais été soumis à aucun problème de comportement. On apprend finalement au fur et à mesure de l'enquête qu'il s'était réjoui par exemple des attentats de 2015 après Charlie Hebdo.
il y a quand même quelques problématiques autour de cet individu. Alors, chose étonnante qu'on a pu entendre dans les médias. Vous allez quand même bouchez-vous bien les oreilles, plutôt débouchez-vous bien les oreilles, parce que là, franchement, ça vaut au petit pesant d'or. Hier, au calme, les journalistes étaient là en train de nous dire l'individu se rendait à la mosquée tous les vendredis en tenue traditionnelle, comme tous les salafistes et comme tous les vendredis. Donc sachez que quand vous allez à la mosquée, vous mettez votre tenue traditionnelle, vous êtes des salafistes pour les pseudo-journalistes. Ça fait quand même bien rigoler quand même cette histoire, Gamalin. Je sais pas ce que t'en penses, mais là le niveau journalistique en France a quand même pris un sérieux coup de mots. Il y a déjà plusieurs choses. D'abord, ils confondent tout. Ça commence très très mal. Une tenue traditionnelle, ce n'est pas une symbolique de salafisme. Voilà quoi. C'est déjà bien ridicule. Ensuite, surtout, le salafisme, ça n'est pas le djihadisme. Ils confondent vraiment tout. S'ils savaient ce qu'étaient les salafistes, des vrais salafistes, c'est des gens qui s'excluent totalement de la société et des questions politiques. Et pour cause, ils sont sous le courant, et c'est un courant qui vient d'Arabie, donc le courant wahhabiste, qui consiste à dire qu'on ne se mélange pas aux affaires de l'État. On ne se mélange pas aux affaires du pouvoir, et le pouvoir est un pouvoir qui est voulu par Dieu. Ouais. Donc on l'accepte comme tel. Confondre salafisme, djihadisme, radicalisme, en fait, tout ça c'est des concepts qu'ils confondent, peut-être par ignorance, sans doute par intention de faire vendre, mais en vérité c'est complètement ridicule de faire de tels raccourcis. Oui, absolument. Alors, Castaner, doit-il démissionner, chère Sabrina, au vu de ce qui s'est passé dans l'affaire de la préfecture de police de Paris? Rappelons qu'il était l'invité de TF1 hier. Il a avoué qu'il y a eu des failles dans cette affaire, dans le fait de ne pas avoir décelé le comportement de cet individu, qui quand même travaillait pas dans n'importe quel service des renseignements quand même. Il était en charge de la maintenance informatique, donc avait accès à des fichiers. C'est quand même hallucinant de voir que ce monsieur, visiblement, est passé à travers les mailles du filet. Christophe Castaner dit non, pas question que je démissionne. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Moi, si tu veux mon avis, moi je suis étonné que ce ministre soit encore en poste aujourd'hui. Il aurait dû démissionner il y a bien longtemps pour moi. Dès le début du mouvement de la crise des Gilets jaunes et ce qui s'est passé, encore bien avant ça, l'affaire Benalla, on a quand même limogé un préfet et d'autres fonctionnaires et que lui est toujours en place. Donc pour moi, ça fait déjà plusieurs mois que ce monsieur ne devrait plus être ministre de l'Intérieur. Rudy, est-ce que le ministre de l'Intérieur aurait dû assumer ses responsabilités, démissionner, au même titre d'ailleurs que le préfet Moi, alors franchement, sur ce dossier, c'est un peu complexe en fait, parce que je pense qu'il faut pas faire d'essentialisation en soi, et il y a plein de raisons pour lesquelles Castaner aurait dû ou aurait pu démissionner. Ouais. Là, en l'occurrence, pour ce cas précis, je ne sais pas, parce que si on revient bien un petit peu sur ce qui s'est passé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Christophe Castaner est passé effectivement devant TF1, plutôt le jour de l'attaque, dans la petite conférence de presse improvisée, il avait dit effectivement qu'il n'y avait pas eu, le prévenu, l'assaillant n'avait pas présenté de signes de difficulté comportementale, mais il avait aussi dit pas le moindre signe d'alerte. Oui. Alors ça. Effectivement, le rapport. Le rapport de la DRPP sorti dimanche, présenté effectivement par France Info, je sais pas comment, France Inter, je sais pas comment ils l'ont eu, mais en tout cas, ce rapport disait effectivement, c'est comme ça qu'on a appris que il s'était réjoui des attentats de Charlie Hebdo, etc., etc. Donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il était au courant au moment où il a fait cette conférence de presse, qui avait ces signes de radicalisation, etc., et qu'il n'en a pas parlé, ou alors est-ce qu'il n'était pas au courant, auquel cas ce serait encore beaucoup plus grave, qu'il y avait ces signes de radicalisation, etc., et puis d'arriver à la télé, ou devant les médias, et de dire qu'il n'y en avait pas. C'est tout le problème des hommes politiques qui parlent avant même qu'une enquête ait commencé. Exactement, mais ça soulève aussi d'autres problèmes, parce que apparemment, d'après certains syndicats de police, ces informations étaient déjà ressorties, sauf qu'elles ont été étouffées. On sait que la DRPP c'est quand même un monstre marin. Enfin, c'est quelque chose quand même de puissant au sein même de la police. Ouais. Et a priori, il y aurait eu des pressions par rapport à ces fonctionnaires de police, les obligeant à ne rien dire, soit pour ne pas révéler quelque part donc les failles du système et donc du coup des responsables et donc du coup des têtes qui devaient tomber, ou alors je sais pas, peut-être pour cacher autre chose. Mais en tout cas, en l'état de cause, je pense que du coup Christophe Castaner n'est pas responsable de la situation. Enfin, en tout cas, il est responsable en tant que premier policier de France, évidemment. Mais en tout cas, là, si vous voulez, c'est pas un dysfonctionnement direct de son travail. Après, pour d'autres raisons, moi, je pense qu'il aurait
peut-être pu démissionner. A priori, la gestion des gilets jaunes, le nombre de personnes blessées chez les gilets jaunes, la communication pendant cette période gilets jaunes, à chaque fois en train de jeter de l'huile sur le feu, etc. Sur les champs. Exactement. Et enfin bon, voilà. En tout cas, là pour moi, c'était beaucoup plus critique, tandis que là, maintenant après, si on est sur la politique de l'accumulation, effectivement, on peut se dire qu'il peut démissionner parce que c'est un problème de plus. Et puis aussi Steve Canisso aussi, la manière dont ça a été traité. Absolument, oui. On peut dire que c'est un élément de plus. Mais en tout cas, si je prends ce qui s'est passé là depuis jeudi dernier, en dehors de tout ce qu'on peut lui reprocher, voilà, c'est pas pour cet élément qu'il doit démissionner. Maintenant, si on prend en compte le phénomène d'accumulation, je pense qu'il est de plus en plus discrédité. Mais en plus, l'affaire Steve Canisso, c'est encore pire, je crois. Bien sûr. Mais Sabrina, Gamal et Rudy, il y a quand même un problème dans ce pays, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, on avoue qu'il y a des choses qui ont été mal anticipées, des failles, mais personne n'assume une quelconque responsabilité. Or, dans n'importe quelle démocratie dans ce monde, et je fais référence quand même avec des pays d'Europe de l'Est par exemple, quand il y a des choses beaucoup moins graves, il y a des gens qui démissionnent quand même pour beaucoup moins que ça. Ici en France, tout le monde reste en poste, personne n'assume une quelconque responsabilité. Et ça veut montrer l'exemple, Gamal, ça pose un problème quand même. C'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe du Nord, tu veux dire. L'Europe du Nord, ouais, pardon. D'accord. Oui, moi je pense qu'il faut être très clair. Nord-Est. Là je rejoins. Ouais, Nord-Est, allez. Je considère comme des Nordiques, quoi. La Suède, Oui, Nordiques. par exemple. Norvège. C'est les ennemis des Russes, quoi. Ouais. Les pays qui ont un sens de l'éthique, qui sont pas là pour gratter tout le temps la population ou l'argent. Non, pour savoir sur la question de business avec les Russes pendant des années quand même. Oui, mais c'était en guerre en 45, enfin en 40. Mais au-delà de ça, pour pas revenir sur l'histoire tout court. Oui, l'affaire de la démission, moi je suis opposé aux démissions. Quand c'est une affaire comme celle-là, c'est pas un dysfonctionnement de l'État. Ou alors c'est un dysfonctionnement systémique, il n'est pas responsable du système. C'est-à-dire que si le type a été, et on n'a pas encore la preuve, pour l'instant c'est que des ragots de journalistes, je rappelle. On n'a pas du tout d'éléments réels, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse qui a été menée. Il y a le procureur qui s'est exprimé samedi et il a confirmé effectivement, alors voilà ce qu'il a dit samedi lors d'une conférence de presse, qu'il y a eu le matin même, il a minuté vraiment ce qui s'est passé le jour J. Il a échangé 33 SMS à caractère religieux avec sa femme. Il est parti à l'heure du déjeuner acheter ces fameux couteaux. Donc un couteau à huître et un couteau en céramique. Il est revenu à la préfecture, il a rejoint son bureau et à 12h53 il a quitté son bureau pour aller poignarder 3 policiers dans leur bureau. Et c'est en descendant l'escalier où il a croisé 2 femmes. Il en a blessé une mortellement et une qui s'en est heureusement sortie, pardon. Et c'est dans la cour un gardien de la paix, un jeune gardien de la paix qui venait de rejoindre la préfecture il y a 6 jours, qui lui a fait 3 sommations et il a commencé à courir vers lui avec le couteau et il a tiré pour maîtriser l'individu. Et un autre agent blessé à l'épaule. Effectivement. La question, c'est pas de savoir. Les faits sont là. C'est pas le problème des faits, c'est la motivation. Parlé, effectivement, du fait. Qu'est-ce qu'il a parlé ? Attendez, parce qu'il a dit plein de choses, ce procureur. Est-ce qu'il a parlé ? Oui, il a effectivement dit qu'il s'était réjoui des attentats auprès d'un collègue en 2015. Voilà, oui, ça, auprès d'un collègue, donc c'est le collègue qui rapporte. Voilà, c'est les collègues qui rapportent. Et il aurait crié Allahu Akbar aussi. Oui, c'est normal pour un surmuet. À quel moment ? Non, il était sourd, il était malentendant, pas muet. Attention, oui, j'entends bien qu'il n'est pas muet, mais une chose est certaine, quand on est malentendant, j'ai côtoyé beaucoup, parce que j'ai un ami d'enfance qui était sourd et muet. Un de ses amis était juste malentendant, mais il prononçait pas les mots difficilement parce qu'évidemment il entendait mal les mots. Ça veut pas dire que ses cordes vocales étaient affectées, ça veut dire qu'il pouvait pas les répéter. Mais pour faire simple, l'enquête n'est pas bouclée, on est au démarrage d'une enquête avec des témoignages, dont la femme, dont on ne sait rien au demeurant, je le rappelle. Qui a été libérée. Qui a été libérée évidemment, parce que c'est une garde à vue qui a duré 72 heures si je me trompe pas. Il faut comprendre une chose, c'est que les motivations du personnage dont on dit qu'elles sont islamistes, et je veux bien l'entendre, ressemblent plus à de la récupération idéologique plutôt qu'à une motivation à l'origine. On a écarté très rapidement la question sociale le concernant, la question de l'infirmité, la question de l'exclusion, la question du plafond de verre, toutes ces questions qui étaient évoquées par lui aussi, on les oublie aujourd'hui. Comme quoi il ne montait pas dans la hiérarchie pour des raisons d'exclusion. Oui, il refusait de serrer la main aux femmes. Et d'autres, il leur serrait la main, il leur faisait la bise. Donc on entend toutes sortes de choses. Moi, je vais bien entendre un juge, je vais pas entendre des journalistes. Parce que les journalistes, ils font leur chou gras sur un phénomène qui, évidemment, est tragique, mais ça reste un phénomène de dysfonctionnement de la police.
C'est-à-dire que c'est pas un type radicalisé qui serait incrusté chez les flics, ça faisait longtemps qu'il y était. C'est quelqu'un Depuis 2003. Absolument. Donc c'est quelqu'un qui a fait ressentir son ras-le-bol. 16 ans de fonction là-bas. Il faut se poser des questions sur ces questions de son rang social et de son statut par rapport à sa hiérarchie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on entend tout et n'importe quoi. On entend qu'il allait à la mosquée Angela Abba. On entend que sa femme a dit qu'il était radical. On entend qu'il envoyait des messages religieux ou qu'il s'est réjoui de 2015 des attentats. Évidemment, tout ça, c'est des signes qui donnent le sentiment que c'est quelqu'un qui est à contre-courant de la société. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes qui sont un peu écervelés dans les banlieues se sont aussi réjouis parfois des attentats. C'est pas une idéologie, ça. Ça s'appelle de la réaction violente, mais de la réaction. Après, de dire qu'il était en connexion avec des djihadistes, moi j'aimerais bien savoir où il a pu être en connexion avec des djihadistes sur Internet. Comment il aurait pu discuter avec eux? Il n'est pas arabe, il parle pas l'arabe. M'attend des messages en français, ok, mais le djihadisme, il est mort il y a quasiment 1 an avec la destruction de Daesh. L'idéologie djihadiste dont on parle, c'est une idéologie mortifère, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, mais qui aujourd'hui est en bout de course. Alors, je veux bien qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibré ou un dingue ou quelqu'un qui veut se venger, va vous crier que c'est une raison religieuse. Ce que j'attends, c'est que les juges établissent un lien sérieux avec une vraie idéologie donnée à cette personne pour dire que ses motivations étaient celles-là. Et en substance, ce coup de folie qui est une préméditation du matin finalement, est un coup de folie qui a tué des gens et qui a immédiatement besoin d'être expliqué par des causes réelles et sérieuses. Moi, je vois un coup de folie, je veux être très clair. Alors peut-être que je me trompe, mais pour le coup, quand on voit un type prendre un couteau et aller tuer ses ex-collègues qu'il connaissait, c'est pas des inconnus qu'il a tués. Oui, il les connaissait. Oui. Ça veut dire qu'il y a un caractère de vengeance. À se venger pour des raisons qu'on ne connaît pas, on les attend. Par contre, il faut être très clair. La police a tout intérêt à mettre autre chose comme raison que la raison sociale, que la raison de sa condition sociale à lui. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers en règle générale qui se suicident aujourd'hui peuvent tuer d'autres policiers. Et ça, on le met très rapidement de côté. Je trouve ça inquiétant. Parce que ça rend service à tout le monde finalement de dire c'est les djihadistes. Il faut se poser les bonnes questions. Une autre leçon de cette histoire et de ce qui se passe, Sabrina, c'est ce casting proposé par les chaînes d'infos pour commenter justement cette actualité, du Finkielkraut en passant par Robert Ménard, par Marine Le Pen. Voilà, c'est très à droite, ces invités très à droite, très islamophobes, on va dire. C'est très bien choisi en tout cas. Oui, on va dire que c'est pas du tout dirigé dans la teneur des débats, mais ça va un peu avec la tendance actuelle. Enfin, on se rappelle tous du discours d'Éric Zemmour qui a eu lieu il y a quelques jours dans le meeting de Marion Maréchal Le Pen. Limite, on est en train de dire que ça donne raison à Zemmour, tout ce qui se passe. Absolument. Je pense qu'il doit se réjouir de son analyse et du fait que oui, aujourd'hui, ça lui donne raison sur ce qu'il a, sur ce que, en tout cas, lui pense être comme une guerre civile qui va bientôt se déclarer en France entre les musulmans et le reste de la population. Après, ce qui est certain, c'est que moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Gamal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende quand même qu'il y ait une enquête et des éléments sérieux pour avoir des éléments très concrets sur cette histoire, parce que il y a effectivement tout ce que tu disais, Christophe, c'est-à-dire sur les éléments qui ont été avancés par le procureur, les échanges de messages, mais il y a aussi le fait que voilà, ça a été quelque chose qui n'était pas forcément prémédité. Il est sorti à 12h50, 12h40 pour aller acheter un couteau pour revenir à la préfecture, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'on a aussi mis très vite de côté les victimes quand même. Voilà, on a très vite oublié qu'il y a quand même 4 agents de police qui sont morts ce jour-là sous un coup de folie ou sous un attentat ou j'ai envie de dire aujourd'hui, on doit avancer sur l'enquête, mais on ne doit pas aussi oublier les victimes et les victimes de cet acte. Et pour en revenir à Christophe Castaner, moi je suis désolée, mais justement, d'autant plus pour un homme politique qui a une responsabilité, on ne s'exprime pas quand on ne sait pas et quand on n'est pas sûr de ce qu'on raconte. La base de la communication de crise, c'est justement d'être sûr des informations qu'on donne. Et si on ne sait pas, on ne dit rien. Et là, aller raconter qu'on n'a pas d'éléments, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas le dossier, etc. Après, bien évidemment, la presse, elle fait son buzz sur cette affaire, et plus elle va communiquer en ayant les infos les plus croustillantes, entre guillemets, et plus ça va faire du buzz. Mais pour un homme politique, ne pas communiquer sans avoir des informations réelles et crédibles, et en tout cas des dossiers de fond, moi je trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur, en tout cas, de ce qui s'est passé à la préfecture. Pour toi, il doit partir. Pour Gamal, il ne doit pas partir. Pour toi, il doit partir. Moi, il doit partir, mais depuis de nombreux mois. Pour moi, ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes et la manière dont il a géré ce dossier, le nombre de blessés, l'affaire de Nantes, tout ce qui se passe aujourd'hui, la détérioration des relations police-population qu'on connaît aujourd'hui, le contexte, le climat général de ce pays. Il en est responsable. Il en est responsable et il doit prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas cette affaire qui... c'est une accumulation de plein de choses, mais pour moi, ça fait plusieurs mois qu'il ne devrait plus être là. Là où je rejoins Sabrina, effectivement, il ne doit pas partir, à mon sens, pour cette affaire. Il devait partir avant cette affaire. Oui, c'est ce que je disais mais on a déjà anticipé. On discutait au mois d'août, au mois de juillet,
avec des gens du SGF, et certains s'imaginaient qu'ils partiraient en septembre. Bah vous voyez, on est en octobre. Apparemment, c'est pas le même septembre. Bah, peut-être, on sait pas de quelle année en tout cas. C'est ça. Mais sinon, moi je voulais revenir sur un point, enfin en tout cas par rapport au profil du tueur assaillant, etc. C'est vrai que il y a quand même une concomitance de plusieurs facteurs quand même le concernant, à savoir sa situation de handicap. Je dirais aussi sa situation sociale au regard de ce que peuvent subir comme discrimination les personnes de si toutes les personnes discriminées se mettent à tuer des gens, on n'a pas fini. Je suis d'accord avec toi. Et au regard aussi donc de la situation que peuvent connaître la plupart donc de jeunes de quartier. Ouais. Je trouve qu'effectivement l'explication qu'on fait de la radicalisation type terroriste, etc. Je trouve qu'elle ne prend pas assez en compte l'explication que pourrait, l'explication sociale que devrait avoir, en tout cas ce type de radicalisation. Et je fais pas ici de raccourci. Simplement, je veux dire que lorsque pendant leur session de recrutement, que Daesh, et ça a été rapporté par des personnes radicalisées qui sont parties, qui sont revenues, pouvaient les instrumentaliser en leur disant qu'en gros, on t'accepte pas en France, c'est l'amour que tu n'as pas reçu, là-bas nous on va te le donner. Ça, je veux dire, vous voyez, en fait, je dis, c'est pas parce que la poire est pourrie en fait qu'on doit pas la prendre pour analyser d'où vient le pourrissement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pose quand même des questions concrètes et donc de fond par rapport en fait au modèle social que l'on propose à notre jeunesse des quartiers, qui pour la plupart, en tout cas pour beaucoup, sont issus de l'immigration, ce qui jette encore à nouveau la question de la manière dont on a décolonisé l'Afrique et le Maghreb. Et en fait, on peut pas en fait parquer des personnes, après les vagues successives d'immigration, que ce soit dans un élan de reconstruction de la France ou même pour participer à des tâches que les Français de type blanc de l'époque ne pouvaient pas faire. Moi, mon grand-père, quand il est arrivé en France dans les années 60 et qu'il a vu que des bagagistes étaient des bagagistes blancs et qu'il a vu toutes ces choses se transformer, voir un Paris avec des employés de la voirie blancs, et que ça s'est transformé au fur et à mesure. Je dis pas que c'est mauvais et que la transformation n'est pas mauvaise, mais que c'est l'évolution due effectivement à cette immigration qui a été possible pour accompagner l'effort des 30 Glorieuses. Il faut quand même aussi se poser la question de cette jeunesse qu'on n'avait pas prévu de garder en France. Et donc du coup, on n'a jamais en fait conceptualisé l'avenir de cette jeunesse en se disant qu'elle va naître en France, qu'elle va se développer en France. Donc finalement, se servir de cette jeunesse comme créer aussi un clivage entre la droite et la gauche, voire même l'arrivée de l'extrême droite en force fin des années 70. Merci François Mitterrand pour l'époque. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent, effectivement, c'était un boulevard qui a été offert, et puis la droite qui ne s'est pas engouffrée dans la brèche. En tout cas, ça a favorisé effectivement ce regard que l'on portait à cette jeunesse qu'on appelait des immigrés alors qu'ils étaient nés en France, concept qu'on a gardé jusque dans les années 2000 pour ensuite parler de diversité, etc. Voilà, musulmans, etc. Et puis dans musulmans, on vise plutôt en fait les maghrébins, alors que musulmans c'est un peu, ça peut être n'importe qui. Moi je vais dire un truc, vous allez rigoler. Et voilà, et donc du coup, on en prend en fait, on prend ce phénomène en plein la face. Et donc parler de radicalisation sans parler en fait des phénomènes sociaux que peut vivre la jeunesse des quartiers et ne pas vouloir les traiter. Et là en fait, je mets pas forcément le viseur que sur l'extrême droite ou sur une droite plutôt qualifiée très à droite, mais aussi la gauche qui à un moment donné, peut-être par une volonté de bien se faire voir, par une volonté électoraliste, n'a pas forcément cherché aussi à traiter le problème à la racine. Finalement, on a ce genre de situation là. Et force est de constater que parmi toutes les personnes effectivement que l'on voit sur les plateaux télé, etc., aucune n'en font en fait l'analyse sociologique et sincère pour expliquer d'où viennent ces problèmes, non pas à 100%, mais au moins en partie, et jeter des pistes de travail. Bon sang, c'est quand même terrible. Pour rappel, moi je me souviens, je crois que c'était Manuel Valls qui avait dit que le fait d'essayer de comprendre pourquoi il s'était radicalisé, c'était déjà excusé. Voilà. Mais le même Manuel Valls qui dit que dans les quartiers, il y a aussi des apartheids, donc encore l'ambivalence d'une certaine gauche. Puisqu'on sait que la question de la radicalisation est très souvent liée à la question sociale et psychologique, puisque ça se repose beaucoup sur une fragilité sociale et psychologique. Et en fait, nier cette évidence-là, c'est déjà... plusieurs facteurs. Voilà, c'est ne pas commencer le travail autour de la lutte contre la radicalisation. Je vais vous raconter un truc qui vous fait rire. Moi, je connais un barbu qui est très très connu d'ailleurs et qui pourrait être dangereux. Et si un jour ce barbu crie Allahu Akbar, ça peut arriver, il y a des barbus qui le font, tous les djihadistes porteraient une petite tunique rouge en disant oh 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 Allahu Akbar, parce que le Père Noël, encore c'est lui dont je parle, serait le nouveau créneau. C'est-à-dire que
pour tout vous dire, pour faire caricatural, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle le djihadisme, donc la revendication islamique. Hier, en 70, ce qui était à la mode, c'était un autre rouge, c'était le rouge communiste. Donc c'était les brigades rouges, les armées révolutionnaires, toutes les FARC et toutes les organisations d'extrême gauche qui étaient violentes aussi. À chaque fois, on va se réclamer d'une juste cause, ou ce qu'on croit être une juste cause, pour exercer de la violence. Et le problème, c'est que depuis que le mur de Berlin est tombé en 89, il faut une nouvelle, un nouvel ogre qui est désigné du doigt. C'est plus l'ogre rouge communiste, c'est devenu l'ogre vert musulman. Vert ou noir, ça dépend du drapeau. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi cette facilité à toujours montrer les mêmes du doigt, sachant que la question sociale est systématiquement évacuée pour les raisons que vous imaginez. Donc, réponse mais après, rapidement, Rudy. Bon, par rapport à ça, c'est vrai que du point de vue de la France, désigner donc l'islamisme radical effectivement comme étant un ogre rouge, peut-être que ça les sert. Mais après, c'est vrai que par rapport à cette facilité qu'a pu avoir donc Mickaël Harpon en tout cas à être plutôt à l'aise avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, faut quand même dire que dans plusieurs banlieues, il y a quand même des jeunes qui étaient pas du tout peinés par ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Et moi qui ai grandi en banlieue comme certains, comme vous aussi, dans les années 90, il y avait déjà des potes qui déjà étaient prêts à aller en Palestine pour se la raconter moudjahidine quand même, tu vois. Donc ce phénomène, il vient pas. Voilà. Après ça, c'est le point de vue de la France. Après, il y a le point de vue de l'étranger. Parce qu'effectivement, Daesh n'est pas à isoler donc de la manière dont l'Irak est tombé. Bien sûr. Et donc comment ça s'est reconstitué, comme Chirac disait, voilà, on n'emporte pas la démocratie en fourgon blindé. Donc voilà, et puis après, voilà, c'est-à-dire que on peut pas en fait analyser les choses qu'au travers d'un prisme et pas prendre en compte tout le reste en fait. Et je trouve que ça c'est pas sincère et ce n'est même pas aller dans le sens d'une résolution d'un problème pour notre jeunesse qui est une jeunesse française. Doit-il démissionner ? 68% dit oui sur Facebook, France Maghreb 2, pour Twitter, le Grand Forum FM2. Vous continuez de voter. Dans un instant, on fait un petit tour par chez toi, ma chère Sabrina, du côté de Ivry-sur-Seine. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je vous rappelle la question du jour. Christophe Castaner qui a avoué qu'il y a eu des failles dans l'affaire de la tuerie de la préfecture de police de Paris. Doit-il démissionner selon vous ? Vous continuez de voter évidemment sur Facebook, France Maghreb 2. Vous êtes 68% à dire oui. Sur Twitter, le Grand Forum FM2 pour voter. Non pas pour voler, on est d'accord. Et demain invité dans le LGF, David Desclos pour son livre Une histoire vraie. David Desclos, c'est l'histoire d'un monsieur qui est parti en prison pendant de nombreuses années. Il a fait des braquages et il s'est un petit peu réinséré, on va dire, puisqu'aujourd'hui il fait de la prévention. Il s'est lancé dans le théâtre avec un certain Stomy Bugsy qui va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous là. Et puis vendredi, un rappeur aussi que vous connaissez, qui s'appelle Alibi Montana, qui sera avec nous vendredi à 17h pour venir lui aussi nous parler de son livre. Gamal Abina est là, fondateur des droits civiques. Toujours. Voilà. Monsieur Rudy Kazi, qui est toujours vice-président des Forces Républicaines, et Sabrina Sebaï, élue du côté de Ivry-sur-Seine. Justement, nous nous y rendons du côté de Ivry-sur-Seine avec Gaïs qui est avec nous. Bonjour Gaïs. Allô Gaïs, il est où Gaïs ? Il est parti. Bon, on va le rappeler tout de suite. Vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Sabrina, samedi du côté de Ivry-sur-Seine ? Puisque, alors, d'après les informations que nous avons, un jeune homme, c'est un lycéen, qui a été placé en garde à vue. Oui, du coup, je pense que vous faites référence à la vidéo qui circule sur les réseaux depuis samedi matin sur l'interpellation, effectivement, et la mise en garde à vue d'un jeune lycéen quand il se rendait au lycée Romain Rolland à Ivry. Et on est avec Gaïs, que l'on salue d'ailleurs. Bonjour Gaïs. Bonjour. Donc Sabrina, rappelle-nous un peu les faits parce que c'est important et il va falloir aussi qu'on se parle 5 minutes quand même par rapport à ces affaires qui se multiplient. On fera le point aussi sur les informations dont on possède du côté de Villiers-le-Bel et de ce qui s'est passé hier avec un jeune homme de 23 ans qui est mort suite à un accident de moto à proximité d'un contrôle de police. Mais concentrons-nous sur ce qui s'est passé du côté de Ivry-sur-Seine. C'était samedi matin, Sabrina, un lycéen donc qui s'est fait arrêter, qui a été placé en garde à vue. Oui, alors ce que je disais, c'est qu'en fait, on a eu on a eu plusieurs versions et on a une vidéo qui a circulé sur les réseaux. Et en fait, visiblement, ce jeune lycéen se rendait donc au lycée samedi matin pour aller en cours. Il aurait grillé une priorité à une voiture de police qui passait à ce moment-là,
qui aurait rétorqué et il aurait donc insulté un des agents policiers qui ont décidé de l'interpeller. C'est la vidéo qu'on voit, donc c'est l'interpellation qu'on voit qui semble effectivement assez musclée dans la manière dont ça s'est fait et qui a créé donc beaucoup d'émoi. Il y a eu une forte mobilisation devant le commissariat samedi toute la journée. Il y a eu des profs, des élus, les parents bien évidemment, des jeunes, et notamment Gaïs qui connaît bien le lycée puisqu'il était lycéen à Romain-Rolland l'année dernière. Et en fait, ce que je disais, il faut savoir que ce lycée a un contexte très particulier. Il y a une histoire, il y a un passif, puisque l'année dernière, il y a eu plusieurs jeunes qui ont été mis en garde à vue plus de 36 heures suite à un tag qu'ils avaient, ils avaient fait un tag où il y avait écrit Macron démission. C'était dans le début du contexte des Gilets jaunes. Et en fait, suite à ça, ils ont été mis en garde à vue très longtemps. Et c'était vraiment, pour le coup. Et Gaës en a fait partie d'ailleurs, hein, c'est ça. Gaës en a fait partie, donc il connaît très bien le dossier puisqu'il l'a vécu de l'intérieur. Et depuis, en fait, on a eu un lycée qui a très très mal vécu l'année dernière, puisqu'il y a eu plusieurs fois des blocus, il y a eu pas mal de choses qui sont passées sur le lycée. Et cette année, on repart sur, en tout cas, on a essayé de repartir sur une année dans de bonnes conditions pour que les étudiants puissent être tranquilles sur ce lycée. Et il y a cette affaire qui revient comme ça un samedi matin, juste avant le début des cours, et qui, ce matin d'ailleurs, le lycée, il y avait un blocus. Gaïs, alors, tu donnes aussi ta version après avoir écouté Sabrina ? Ouais, alors en fait, samedi matin, il y a un de nos amis lycéens qui voulait se rendre au lycée, et ça fait un moment au lycée qu'il y a un règlement qui fait que au niveau des retards, on n'a pas le droit au retard, sinon c'est stipulé comme une absence, pardon. Du coup, ça fait que les lycéens ils sont très pressés, donc eux ils étaient en vélo et ils ont doublé une voiture de police. Alors tout de suite, la voiture de police a mis le gyrophare en trombe, leur a dit de se mettre sur le côté, de procéder à un contrôle de police. Ensuite, eux, ils ont accepté le contrôle de police, le ton est monté. Il y a eu des provocations de la part des forces de l'ordre. Il y a eu des provocations verbales de la part des forces de l'ordre. Ensuite, ça s'est invectivé. Ils ont balayé notre camarade qui s'est retrouvé par terre. Ensuite, ils ont gazé un de nos autres camarades qui essayait de défendre notre camarade par terre parce qu'il avait trois policiers sur lui avec des méthodes comme on peut voir sur la vidéo. Il se fait étrangler ou il reçoit un fort poids, presque plus de 100 kilos sur son corps, parce que c'est deux agents de police qui font plus de 100 kilos à eux deux, et des techniques qui sont vraiment inadmissibles et vraiment pas du tout maîtrisées sur notre camarade, comme on peut le voir où il se fait étrangler à un moment donné. En fait, leur méthode, eux-mêmes, ils étaient totalement débordés. On ne sait pas comment ils sont formés, mais ils étaient totalement débordés. Le gazage à ras des yeux, à moins de 30 mètres. Et c'est pour ça qu'on a fait une mobilisation au commissariat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le lycée a été bloqué, justement, en soutien à notre camarade et aussi pour dénoncer ces violences policières et qui sont complètement démesurées pour un doublement en vélo. Maintenant, on en arrive à se faire embarquer et à être mis en garde à vue, tout ça simplement Gaïs, pardon de te couper, parce que moi aussi j'ai vu les vidéos et je vois effectivement cet individu qui se fait arrêter, donc votre ami, et qui insulte quand même copieusement la police quand même. Mais déjà dans ce genre d'intervention, il y a toujours des policiers qui ça a toujours été comme ça dans les quartiers populaires. On se fait toujours provoquer par les forces de l'ordre. Alors on doit avoir quoi, une altitude d'un enfant de 15 ans quand on a quelqu'un qui représente l'État en face de nous, qui nous dit ferme ta gueule, enlève les mains de tes poches, on va procéder à un contrôle de police. Ça a toujours été comme ça. Déjà c'est un tutoiement perpétuel, c'est des paroles vulgaires, des insultes à répétition. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en face ils cherchent l'outrage, ils cherchent à ce qu'on s'énerve et ils cherchent à ce qu'on pète des plombs, et quand on se fait insulter, quand on va simplement aller étudier en cours au lycée, le contrôle de police peut très bien se passer, mais quand en face on cherche la provocation dans les menaces, dans les insultes, c'est normal que
d'un moment, notre camarade aussi, il pète un plomb. Quand on fait monter l'ambiance comme ça, c'est normal que notre camarade, au bout d'un moment, il s'énerve aussi. Il est jeune, il a que 17 ans. En face de lui, il a quand même des représentants, il a quand même des fonctionnaires de police, il a quand même des représentants de l'État en face de lui. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est-à-dire bien que sûr. la première image qu'il a, c'est des représentants de l'État qui lui parlent comme ça. C'est des représentants de l'État qui lui parlent mal, qui l'insultent. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est qu'aujourd'hui, nos rapports avec la police, ils sont catastrophiques. On se fait contrôler je sais pas combien de fois par jour. On peut se faire contrôler jusqu'à 3 fois par jour. Il faut arrêter de ces contrôles. Je pense que Gamal, qui est un peu plus âgé que toi et que nous d'ailleurs autour de cette table, connaît aussi les contrôles de police à répétition. Tu les as vécus, Gamal, non? Ah oui, surtout collège et lycée, c'était festival. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai. Non mais voilà. Sabrina, c'est vrai que ce rapport entre la police et les habitants des quartiers populaires, c'est quand même nettement détérioré. Vous avez, et d'ailleurs Alexandre Langlois, qui est un policier qui est suspendu pour l'heure pour avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de la police, nous le disait, on envoie dans les quartiers populaires que des jeunes qui sortent de l'école de formation. On les envoie dans les quartiers les plus difficiles, les plus durs. Ils sont pas préparés, pas formés à ce type d'intervention. Et vous avez des gens effectivement qui pètent un plomb très très vite et qui n'ont pas cette possibilité, j'allais dire, de procéder à un contrôle tout à fait tranquille. Oui. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Et nous, ce qu'on dit d'ailleurs, Gaïs, quand il parle de ce qui remet en avant dans le débat, c'est la question du respect, le respect qu'on doit avoir mutuellement, c'est-à-dire et du jeune et du policier, mais d'ailleurs et du fonctionnaire de police dans sa manière d'interpeller les gens et de parler avec eux, mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire, et là on a un vrai sujet sur la question des relations police-population. On le dit, on le dénonce depuis de nombreux mois. Il y a un problème de formation des policiers sur comment est-ce qu'on parle au public et comment est-ce qu'on intervient. Il y a un problème, nous on l'avait déjà dit, c'est-à-dire que nous on s'est battu pour garder notre commissariat à Ivry parce qu'il y a encore quelques mois il était menacé de fermeture. Justement, on avait expliqué que la proximité d'avoir des agents dans un commissariat local avec et d'ailleurs c'était une bonne chose, la police de sécurité du quotidien avec des référents sur des quartiers où on arrive à créer ce lien social et améliorer ces relations police-population. Or, dans l'affaire dont on parle samedi, ce sont des policiers qui interviennent d'un autre commissariat. C'est le commissariat de Vitry qui intervient sur cette interpellation, c'est pas le commissariat d'Ivry. Donc vous voyez en fait le fait... Et donc ils connaissaient pas vraiment les jeunes en fait, peut-être. Bah oui, mais le lycée est à cheval sur les deux villes, mais du coup plus on s'éloigne finalement de la proximité, et c'est-à-dire plus on s'éloigne des agents du commissariat qui connaissent les jeunes sur un territoire, et plus on a des interventions qui se situent au niveau départemental avec des bacs départementales qui interviennent, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à des dérapages ou à des choses qui fonctionnent pas. Et nous on n'arrête pas de le dire, il faut des commissariats dans les villes, il faut des agents qui sont formés pour intervenir, il faut recréer du lien social, il faut recréer un rapport de confiance entre la police et la population. Moi j'entendais la maman samedi et je comprends parfaitement quand elle voit la vidéo et qu'elle se dit que c'est son enfant qui est en train d'être interpellé de cette manière-là, mais je comprends ce qu'elle peut ressentir. Et j'ai envie de dire, mais comment c'est possible qu'on arrive à des situations comme des climats comme celui-ci, où on en vient, où cette maman arrive à dire, aujourd'hui nous avons peur pour nos jeunes, nous avons peur de la police, et quand on voit une voiture de police, on a peur. Alors que normalement, la police devrait représenter justement, devrait être synonyme de sécurité. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il y a vraiment tout à... Il y a de la provocation des deux, on est d'accord, des deux côtés. Je sais pas si c'est aujourd'hui que c'est plus le cas, parce que il faut être très clair. Si vous allez aux États-Unis, vous avez des policiers cow-boys, des sauvages. En France, c'est une république qui ressemble à la République américaine. Vous avez des policiers cow-boys. Il faut être très clair, tous les policiers ne sont pas mauvais, évidemment. Et on est bien content de les trouver quand il y a un problème grave. Mais de l'autre côté, et je fais une distinction, j'ai eu l'occasion de discuter avec un OPJ, un officier de police judiciaire, qui me disait, vous avez une réputation en parlant de moi sur une affaire par rapport à la justice. Il m'écoutait pour cette affaire. Et il me disait, vous avez une réputation de quelqu'un qui n'aime pas la police. Et j'ai immédiatement modéré le propos en disant, je n'aime pas certaines polices, particulièrement les polices qui interviennent la nuit. Parce que pendant que le préfet, pendant que le juge, pendant que tout le personnel juridique dort, eux ils se régalent. Et quand vous avez affaire à la police de nuit, là je vous garantis que c'est une autre bataille, c'est un autre stress. Moi j'ai eu affaire à eux plus d'une fois, j'ai même failli être écrasé une fois par eux.
parce qu'ils font des interventions un peu fantaisistes, ils se barrent évidemment. Et il faut savoir comment ils vous parlent. Le tutoiement est de rigueur. Ouais, c'est ce que disait Gaël. Ouais. Aucun respect. Ça commence par une agressivité. Alors que c'est interdit de tutoyer le citoyen. Deuxièmement, quand vous allez en Angleterre, par exemple, vous avez affaire à des policiers qui ne sont pas armés. Et bizarrement, tout le monde aime sa police en Angleterre parce qu'ils se comportent bien. Non, mais ils sont sympas, les policiers anglais. Ils vous font un sourire, ils jouent pas les cow-boys, ils ont pas collègues comme ça, comme des guignols du matin au soir. Ils marchent pas comme des canards. Enfin, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Britannique. Vous allez en Espagne, la police est dure. Indiscutablement, elle tape la police en Espagne. Sauf qu'elle prévient. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mesures comme ça d'appréhension par rapport à la population, ça se passe bien. Et ici, dès que vous avez un policier en face de vous, vous avez l'impression que vous avez tort. Et si vous avez un peu trop de bronzage sur le visage, c'est pire encore. Quand vous rentrez dans un commissariat, vous avez l'impression d'être déjà coupable. C'est toujours. Moi, j'étais une fois au tribunal, par exemple, j'étais le plaignant, je me suis trouvé dans la situation du type qui sûrement avait quelque chose à se reprocher. J'étais très mal reçu. Non, c'est pas le cas. Je poursuivais une personne. Il était plaignant. J'étais plaignant, mais le type m'a parlé comme si c'était moi le voyou. Pour vous expliquer en substance, c'est que le problème de la police est très clair. En France, il y a la peur du gendarme qui a été développée comme aux États-Unis. Le principe de se dire, c'est le bras armé de l'État. Vous obéissez ou vous serez plié. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez affaire à un policier, ils sont très mal formés, mais pas seulement. La formation dans les écoles de police est mauvaise aussi. Ça, faut le rappeler quand même. Oui, on le rappelle. C'est bien ce qu'on remet en cause. Je vous donne un exemple très concret. J'ai un copain qui est resté 8 ans dans la police. Je tairai son nom par intelligence pour lui, on dira. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? 8 ans, c'est un arabe, un marocain. Il m'a dit, il a pété un câble au bout de 8 ans, il a abandonné 8 ans de police parce que tous les jours il entendait les melons, les socialistes, les bougnoules, les rabzouz, tous ces trucs-là qui reviennent tout le temps. Je parle même pas de ce qu'ils disaient noirs, c'est encore pire, c'est les noms d'oiseaux. Et lui il dit, mais pourquoi tu parles comme ça devant moi? Je suis arabe. Et la réponse était immédiate. Oui, mais toi c'est pas pareil. Le fameux oui, mais toi c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il est horrible celui-là. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ça? Et à partir de là, quand vous avez ce genre de comportement, de réflexe raciste ou de racisme évident et avéré, vous vous posez la question de savoir quel rapport on a avec la police. C'est un rapport qui doit être revu. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, pour bien le nommer, puisque j'ai nommé les criminels, avait fait interdire la police de proximité, qui était une idée extraordinaire. À Toulouse. Absolument, partout après. Oui, bien sûr, ça a commencé à Toulouse, on leur a demandé de ne pas jouer au foot. Ce qui est inadmissible, c'est-à-dire que la police de proximité, elle garantissait deux choses. Un rapport sain avec le citoyen et avec les personnes qu'on pourrait éventuellement poursuivre. Ils se tapent plus, ils parlent. Et la deuxième chose surtout, ça permettait de créer des connexions et de pouvoir connaître les filières à l'intérieur des quartiers. Parce que vous étiez en mesure de créer de la sympathie et donc une forme de respect. Du lien social, absolument. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a une police qui frappe. Et elle est aux ordres, évidemment, elle frappe. Et on s'est rendu compte de sa violence avec les gilets jaunes. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Comment se fait-il que la police française est une des polices, avec celle des États-Unis, la plus détestée au monde? C'est la question qu'il faut poser. Tu as, toi, été en garde à vue, juste à ce à quoi faisait référence tout à l'heure Sabrina. Le fait d'avoir tagué Macron démission. Ouais, alors en fait, il y a eu deux affaires. Il y a eu justement en décembre dernier, on avait pendant pour protester contre la réforme des Parcoursup, il y avait un syndicat lycéen qui appelait une grande mobilisation et on avait décidé de nous bloquer et justement c'est arrivé un soir où on a des camarades qui ont voulu organiser le blocus et qui ont été pas pris en flagrant délit mais qui ont été soupçonnés d'avoir tagué Macron démission devant la devanture de notre lycée. Donc s'en est suivi un blocus d'1 mois parce que notre proviseur a porté plainte contre ses élèves pour ce tag Macron démission et on avait demandé le retrait de cette plainte. Donc pendant 1 mois on a bloqué. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause, mais aujourd'hui, ça pose une réelle question au niveau de la répression, la répression de la jeunesse et surtout des jeunes lycéens au niveau des luttes, des luttes comme contre les réformes. La répression, elle est vraiment surdimensionnée vis-à-vis des lycéens. Faire 36 heures de garde à vue et même être poursuivi pour ça, c'est un scandale. En tout cas, oui, Rudy, je t'en prie. Ouais, non, je voulais dire par rapport à ça que, un autre problème effectivement en France, c'est que la police est un petit peu trop politisée en fait. Comme en fait la police donc dépend en fait donc du ministère de l'Intérieur directement. Donc c'est-à-dire que il peut y avoir une grande tentation en fait sur le terrain. À utiliser, je vais dire, l'objectif même en fait de la police, donc
notamment dans les quartiers, pour exercer en fait des interpellations qui parfois effectivement peuvent être abusives. Et je trouve que c'est ce qui pose problème, même si effectivement c'est difficile à prouver le lien direct entre Place Beauvau et donc directement le terrain, notamment dans les quartiers. Mais force est de constater que quand même depuis des années, on a souvent eu à l'abord en fait des élections présidentielles, effectivement, la question de la sécurité qui revenait. Et donc toujours en agitant les problèmes de quartier, que ce soit les émeutes en 2005. Enfin voilà, c'est à chaque fois en fait ce gimmick en fait est revenu. Et je trouve ça en fait dommageable parce que finalement. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce que c'est que la jeunesse des quartiers en fait pour la France en fait et même le fait de l'appeler la jeunesse des quartiers, c'est un peu dérangeant puisque finalement ça finit par l'identifier uniquement en fait à des tours, alors qu'en réalité c'est la jeunesse tout court. Ça devient effectivement plus ou moins problématique. Il faut vraiment saisir, je pense, ce problème à bras le corps parce que cette jeunesse mérite d'avoir les mêmes chances que tout le monde. Et déjà que de vivre des difficultés sociales sur le plan du travail, sur le plan même de l'éducation nationale, parce qu'on sait que dans certaines zones d'éducation prioritaire, bon, on les appelle plus exactement comme ça, le niveau en fait des enseignants n'est pas exactement le même que pour les quartiers cossus, les beaux quartiers. On ajoute à ça en fait finalement une variable d'ajustement politique qui aux abords des élections peuvent permettre par moment effectivement de gratter quelques voix, passez-moi l'expression. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut vraiment être sincère. Soit en fait, on veut aider cette jeunesse, sans pour autant sans pour autant en fait ne pas les accuser de ce dont ils peuvent être accusés, hein, c'est-à-dire des fois de voies de fait, de défiance d'une autorité dépositaire de l'autorité d'État, etc. Mettre des jeunes en prison pour le mal qu'ils ont fait, c'est correct parce que effectivement, s'il y a transgression de la loi, il faut que la loi puisse effectivement sévir. Mais en l'occurrence, ne pas s'intéresser aux causes. Finalement, il y a aussi une notion de culpabilité, peut-être pas directe, mais au moins de responsabilité au fait que l'État est responsable des citoyens français. Et là, je trouve que encore une fois, lorsqu'on parle de la jeunesse des quartiers et en l'occurrence aussi de la violence dans les quartiers, c'est-à-dire on n'amène pas le problème sur la table comme ça. Je dis pas que j'ai raison d'en parler comme ça, mais je trouve que la manière dont on en parle, et je pense la manière dont j'ose poser la question, a le mérite quand même d'être assez concrète et a le démérite de pas être posée de la sorte. D'autant plus que, et je terminerai là-dessus pour pas être trop long, effectivement, on questionne pas aussi le comportement de certains policiers dans les quartiers qui jouent effectivement sur la mauvaise réputation que les jeunes des quartiers ont de leur propre fait parfois, mais aussi de l'envenimement qu'on a laissé pulluler dans les quartiers. Ça aussi, ça pose question. J'avais entendu une fois, je crois que c'était Sarkozy qui avait dit oui, les policiers qui retroussent les manches et qui laissent le bras en dehors de la voiture, ça suffit. Mais en fait, c'est symptomatique en réalité de quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Et en plus de ça, il y a la culture du chef dans la police qui elle-même reprend en fait l'image de la culture du chef, figure monarchiste, on va dire présidentielle qu'on a en France. Le chef est tout puissant et c'est vrai que la police peut se mouvoir en fait dans son institution interne de cette manière en fait, c'est-à-dire le pouvoir n'est pas contesté en police en fait. Juste un mot parce que c'est vrai que ce que tu dis, moi ce que je retiens surtout c'est que là globalement, et c'est François Sureau qui le disait sur France Inter il y a pas très longtemps, que la liberté a déjà disparu France Inter, a déjà disparu en France. Non mais c'est très intéressant ce qu'il disait, franchement il faudrait réécouter son podcast, il est super intéressant parce qu'il explique justement que depuis plusieurs mois maintenant on assiste à des lois de plus en plus liberticides et en fait on est en train de s'habituer à une société où par exemple mettre un truc sur internet c'est condamnable, faire une contestation politique c'est condamnable, des jeunes lycéens qui manifestent contre une réforme c'est condamnable, les gilets jaunes dans la rue c'est condamnable, etc. et en fait on est dans une forme de société où la liberté est en train d'être grignotée par petits bouts et malheureusement moi je pense qu'on est en train de tendre un climat social avec en plus Emmanuel Macron qui depuis le début de son mandat a mis à mal tous les corps intermédiaires, les syndicats, les élus locaux, etc. en dénigrant tous ces corps intermédiaires parce qu'ils pensaient que c'était pas important. Et aujourd'hui, le fait est que les syndicats, ils ont réussi tout seuls. Ouais, mais en même temps,
avant, à l'époque, quand on Mais faisait c'est des vrai que les manifestations maires, qui étaient organisées par des syndicats, on n'assistait pas à ce à quoi on a assisté au moment du plus haut degré de violence de la crise des Gilets jaunes. Et c'est une réalité Mais aujourd'hui. les Gilets jaunes ont existé aussi peut-être parce que les syndicats sont beaucoup moins représentatifs aussi. Non, je pense pas, non. Bon, en tout cas, on va remercier Gaze en tout cas d'être venu nous parler de ce qui s'est passé samedi dernier. Merci beaucoup Gaze du côté de Ivry-sur-Seine. Et on n'oublie pas de voter Sabrina Sebaï. Je voulais juste dire qu'on avait une page qui s'appelle le collectif Romain Roland sur Facebook et aussi sur Twitter si les gens ils voulaient nous suivre. Bah oui, très bien, parfait. Merci beaucoup Gaze, bonne journée, bon après-midi. Et bon courage. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste pour ajouter un truc, je viens de voir la vidéo à l'instant. Ouais. Alors malheureusement, c'est les mauvais souvenirs qui sont revenus, évidemment. Je suis étonné que Sabrina n'ait pas parlé d'un truc. Ils ont quand même tapé sur des pacifistes et des manifestants pour le climat. Bien sûr. Ça, c'est très très inquiétant, parce qu'un pays qui arrive à taper sur les purs pacifistes qui soient, je veux dire, les manifestants pour le climat, ils sont là, c'est flower power. On n'est pas dans la violence. Ils ont été gazés en plein visage sur le pont. Ils utilisent quand même des fois des ils utilisent des méthodes un peu. Non, mais sur le pont à Paris, ils ont été gazés en plein visage alors qu'ils étaient assis sur un pont. C'est pas casse-cou, ça me rappelle. C'est-à-dire pas vis-à-vis des individus, c'est vrai. Non, mais ça me rappelle l'époque Mitterrand qui faisait sauter le Rainbow Warrior. On tape quand même sur les pacifistes au départ. Je vous rappelle quand même qu'ils sont là pour sauver la planète. Ensuite, surtout, j'ai vu les images de cette interpellation qui me rappelle de très mauvais souvenirs, comme je vous dis, parce que j'étais souvent interpellé aussi, parce que j'étais dans un quartier, simplement pas parce que je faisais des bêtises, juste parce que j'étais dans un quartier. Bon, t'en faisais un peu aussi. Non, jamais. Oui, ça. Ah non, je suis carré là. Ouais. Non, notre père nous aurait éclaté si on avait fait la moindre bêtise. C'est vrai que t'as pas le profil. Non, par contre, je suis catalogué comme leader, malheureusement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu un jeune se faire gazer. Moi, ce que je trouve inadmissible, et là je parle de lâcheté dans la formation des écoles de police, les méthodes pour interpeller, j'ai discuté avec un policier qui m'a expliqué que l'étranglement est une méthode normale. C'est quoi ces bonhommes qui ont des gamins de 16 ans en face d'eux et qui ont besoin de les étrangler pour pouvoir les stopper? Je veux dire, il leur parle calmement, puis après il les interpelle normalement par les bras, ça suffit. L'étranglement, c'est une méthode violente. Les mecs, 16 ans, ils font 1m90. Ça change rien, c'est des baguettes. C'est des baguettes, je viens de voir les mecs. C'est des bolos, ces mecs. Non, c'est des baguettes, ils sont pas solides, les gars. Et quand t'as 4, 5, 6 policiers armés, mais il faut être très clair, c'est des baguettes. Moi, j'ai déjà eu une embrouille avec un petit jeune, en 2 minutes il est par terre. Mais c'est pas normal d'étrangler. Je veux dire, en plus, il gage. Tu nous révèles des choses. Il est pacifiste, le mec. Toujours pacifiste. Ouais, tant qu'on ne tape pas dessus, tape pas. Bon. Et tout ça pour dire qu'en plus, ils ont gazé un mec au niveau des yeux. Ça, c'est vraiment impardonnable. C'est quoi ces méthodes de sauvage? Bon, alors, dans un instant, on fait un petit tour par le zapping pour prendre un petit peu le parfum de ce qu'on a pu entendre à la télé et de ce qu'il ne fallait pas louper, ou peut-être louper d'ailleurs, donc séance de rattrapage. Et puis, on filera en Tunisie avec Tarek Hamami qui se trouve sur place au lendemain de ces élections législatives en Tunisie et à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. Un mouvement politique très agité en ce moment en Tunisie. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez parfaitement raison d'y rester d'ailleurs, avec aujourd'hui dans le grand forum Sabrina Sebaï, toujours élue du côté de Ivry-sur-Seine, à ne pas confondre avec Évry, c'est pas la même chose. Non, faut surtout pas confondre. Voilà, surtout pas confondre. Il y a moins de portugais. Il y a moins de valsistes. Blancos. Des blancos. Il y a moins de valsistes. À Ivry, oui, il y a moins de blancos. Moins de blancos. Ivry, il y a plus de blancos. C'est multiculturel. Il y a beaucoup de maçons chez eux. Bon, Gamal Abina, toujours fondateur des droits civiques, et monsieur Rudy Kazi qui est avec nous, vice-président des forces républicaines, à ne pas confondre avec les républicains, bien entendu. Merci. Très important de le rappeler. Ça peut toujours être utile. Bon, je rappelle la question du jour. Castaner doit-il démissionner après avoir annoncé hier sur TF1 qu'il y a eu des failles dans l'affaire de la tuerie de la préfecture de police de Paris? Sa démission, pour l'instant, il ne veut pas en entendre parler. En tout cas, il ne compte pas démissionner. Selon vous, il doit démissionner ou pas? 68% sur Facebook, toujours sur France Maghreb 2 pour voter. Twitter, le grand forum FM2, place maintenant à notre zapping avant de filer en Tunisie. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est ce qu'a dit Sabrina en arrivant dans les studios. Pas du tout. Moi, je ne souffre jamais dans ce studio. Pour commencer, tuerie à la préfecture de police de Paris. Gérard Larcher, président du Sénat, évoque un dysfonctionnement au sein de l'État. C'était chez nos confrères d'RTL ce matin. Mais est-ce que vous allez demander une commission d'enquête? Ce qui est inquiétant, c'est le fonctionnement de l'État. Ce qui est sur un sujet qu'on connaît, la radicalisation, l'hyper-radicalisation, au cœur même du service du renseignement. Votre collègue de l'Assemblée, Éric Woerth, parle d'un scandale d'État. Je me méfie des mots, je dis que c'est un dysfonctionnement majeur de l'État.
Et que ce dysfonctionnement majeur de l'État nécessite de comprendre pourquoi, comment on compte faire les choses, et l'État doit regarder en face ses responsabilités. Mais la parole du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, elle est affaiblie ou pas? J'allais dire en forme de litote, elle n'est pas renforcée. Qui peut le croire aujourd'hui alors qu'il a dit une chose jeudi en fin d'après-midi, que la réalité était différente vendredi? Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas avoir un minimum de retenue avant d'avoir tous les éléments? Vous trouvez que le gouvernement a agi justement avec précipitation? En tous les cas, le ministre de l'Intérieur, oui. Ça, c'était Gérard Larcher, président du Sénat, qui parle d'un dysfonctionnement au sein de l'État. On peut aller jusqu'à dire que c'est un scandale d'État ou simplement un dysfonctionnement au sein de l'État? Il a une bonne flèche à balancer, Larcher. Hein, mais... Oui, ce serait un scandale s'il y avait d'autres éléments, etc. Mais c'est pas un scandale, c'est effectivement un dysfonctionnement parce qu'encore une fois, c'est la DRPP, donc la direction des renseignements de la préfecture de police, toute puissante dans Paris, effectivement, et en France, et qui du coup a un élément qui a dysfonctionné, qui a pété les plombs. Bon, les conclusions de l'enquête nous diront quoi. Mais oui, un dysfonctionnement terrible, quoi. Et puis assorti d'une mauvaise communication. Et surtout, le dysfonctionnement, c'est la communication. Depuis le début, ce gouvernement fait preuve, en termes de communication et de messages qui s'envoient dans tous les sens. Oui, clairement. Ouais. On voit que c'est des jeunes. On voit que c'est pas des professionnels de la politique. Mais aussi, il y a un truc qu'a dit Christophe Castaner, c'est que, en gros, je me rappelle plus les termes exacts, mais que, en tout cas, on verrait en fait pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça. Donc, pour Mickaël Harpon, et pourquoi est-ce que l'information a mal été donnée, est-ce qu'il y aurait des responsables, etc., etc. Ce qui laisse penser qu'il y aurait des enquêtes internes qui seraient faites pour voir s'il n'y a pas des brebis galeuses ou en tout cas des agents de police qui seraient en tout cas mal intentionnés ou qui essaieraient de se couvrir sur le dos des autres, etc., etc. Mais la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il ira jusqu'au bout vu la fragilité qu'il a ou pas? Oui, mais encore une fois, il remet la cause sur les agents de police et sur le dysfonctionnement interne au service, mais lui-même ne se remet pas en cause dans la communication à tort et à travers qu'il a eu sur ce dossier. Et pas que lui d'ailleurs, quand on voit la porte-parole du gouvernement, et etc. Enfin, tous ceux qui s'expriment aujourd'hui dans ce gouvernement, qui s'expriment, vraiment, ils devraient mesurer leurs propos. Ils ont une responsabilité en tant qu'homme politique de premier plan. Et moi, je trouve extrêmement grave qu'ils ne vérifient pas les informations avant de les donner. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça fait quand même un petit peu peur de se dire que au sein même de la police, en fait, des agents sont capables de se comporter comme ça. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? En tout cas, si vraiment, voilà. Et on s'inquiète de quelle police surtout. Et surtout qui est capable de pouvoir agir sur la situation quand on sait que la fragilité que Christophe Castaner a. Et en plus de ça, ce sont souvent des fonctionnaires de police, donc des gens qui restent, et les ministres passent. Donc c'est des gens qui ont des fois plus de puissance, de poids, parce que c'est un petit peu technocratique entre guillemets, etc. Donc voilà, et je trouve que en levant le voile un petit peu sur tout ce qui s'est passé, qu'on risque d'occulter un peu ça et finalement de voir cette situation se reproduire dans d'autres types de. Est-ce que vous avez vu le ridicule de la situation quand même? On arrive à un seuil de débilité qui m'impressionne. Là, je parle vraiment de débilité dans le sens médical du terme. Ils nous disent que ce monsieur Harpon, il porte mal son nom malheureusement, ce monsieur Harpon avait accès à des fichiers S, à des agents de police, enfin tout. C'est normal, il fait du renseignement. C'est quand même incroyable de s'étonner qu'un homme qui travaille dans le renseignement ait accès à des informations. Donc déjà, le problème, ce qui les inquiète, c'est de se dire qu'au sein de la police, il faudrait qu'il y ait un policier derrière chaque policier. Ça n'a aucun sens. Il était en charge de la maintenance informatique. Hein. Oui, mais il avait donc accès à toutes les informations. Oui, il a accès à tout, bien sûr. Il avait l'accréditation secret du bien sûr. Et déjà, pour commencer, même s'il n'était pas fou, même si c'était un djihadiste, même si c'est tout ce qu'on veut, de toute façon, dans toutes les institutions, on a des individus qui peuvent, à un moment donné ou à un autre, avoir des idées différentes, être contre leur propre État, trahir, ça arrive aussi, oui, c'est pas une surprise. Ce qui inquiète dans l'histoire, c'est de se dire, est-ce que ce monsieur agit tout seul? Est-ce qu'il a été aidé? Est-ce que le système fonctionne ou pas? Est-ce qu'on peut faire confiance au renseignement et à la police? C'est ça la question que doit poser. Alors, on avance dans le zapping, si vous voulez bien, parce qu'aujourd'hui on parle, depuis vendredi, finalement, on ne parle que de déradicalisation, d'islam, musulman, etc. Nouvelle preuve, ce matin, je me branche aux alentours de 7h30 sur CNews. Jean-Pierre Elkabbach recevait Bernard Squarcini. Peut-il y avoir d'autres Mickaël Harpon sur le territoire en cours de radicalisation? La question de Elkabbach à Squarcini. Bien sûr. Et qu'on ignore. C'est une stratégie qui existe depuis longtemps de la part des organisations islamistes radicales. On en a eu dans l'administration pénitentiaire dès 98, dans les armées, la gendarmerie, tout le monde y a eu droit.
il peut y en avoir d'autres. Mais bien sûr, et c'est tout l'intérêt de l'image photographique donnée par un rapport très récent, Éric Diarra-Pouya, les députés, sur l'état de la radicalisation dans les entreprises et le service public. C'est le terrorisme de chez nous, du c'est le terrorisme national. Endogène, l'ennemi de l'intérieur, c'est une stratégie. Les gens sont là, ne sont plus allés en Irak ou en Syrie, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous, messieurs, les terroristes, selon Bernard Squarcini. C'est gravissime. Là, c'est très très grave. Parce que ça va entretenir l'idée selon laquelle il y aurait une 5e colonne qui sera en gestation en France. Et on sait qui elle est. C'était Estrosi qui avait parlé de 5e colonne. C'est ce qu'il fait en substance. Quand il dit ils sont parmi nous, on a l'impression qu'il parle d'extraterrestres. C'est fini. David Vincent et bon, c'est trop vieux pour vous. Mais quoi qu'il en soit. Si, la 5e dimension. Oui, non, c'est pas la 5e. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Le fameux grand remplacement. Là, il utilise une terminologie qui est grave parce qu'il est en train de porter la suspicion sur toute une communauté arabo-musulmane visible. Mais malheureusement pour lui, c'est un entier. Il va exclure les entiers aussi, il va exclure les Roms, et il va exclure tout ce qui constitue en substance 10 à 15% de la France. C'est vraiment pathétique de sa part. Il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie. Alors j'ai zappé un petit peu plus tard, il était aux alentours de 8h40 sur BFM TV. Que du lourd. Bourdin recevait Robert Ménard. Il prend la défense de Éric Zemmour, Robert Ménard, ce matin. Relisez le discours de Zemmour, appareil de propagande, la télévision, la radio. À côté, Goebbels, c'était un mauvais artisan et Staline, un débutant. Je le dirai pas. Mais je vais pas dire du mal de Zemmour. Vous savez pourquoi je vais pas dire du mal de Zemmour? Je vais vous dire parce que non. Je vais vous dire pourquoi. Il s'agit d'analyser froidement le discours. Moi, j'entre pas dans le débat, mais j'entre sur le fond. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Goebbels et Staline? Bien sûr. Je pose la question, simplement. Bien sûr que non. Mais vous savez pourquoi j'irai pas plus loin? Parce qu'on a un point commun. Vous êtes journaliste, je l'ai été. Oui. Moi, quand j'entends un certain nombre de mes confrères ou mes ex-confrères demander de quelqu'un qui participe au débat avec ses excès, avec sa façon d'être, le virer des médias, j'ai honte pour eux. Et dans ce cas-là, moi je défends Éric Zemmour. Tiens, Reporters sans Frontières que j'ai dirigé depuis 25 ans, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça les choque pas? Ça les choque pas. Ils trouvent que c'est pas un problème. Si c'était un mec de gauche, je trouverais la moitié de la profession qui se lèverait. Lorsqu'il dit les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils veulent la colonisation, sinon ils devront se battre pour leur liberté. Est-ce que c'est un appel à la guerre civile? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une rhétorique, des rhétoriques de tribune politique. Bien sûr, c'est pas ça qu'il veut dire. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, pardon de vous le rappeler, dans un certain nombre de quartiers, les gens les quittent parce qu'ils se sentent en minorité. Parce que l'immigration, moi dans mon quartier où j'ai passé mon adolescence, vous dans le Vigan, moi à Béziers, aujourd'hui c'est un quartier dans lequel je vivrai plus de la même façon parce que c'est plus les mêmes quartiers. Et un certain nombre de gens, y compris issus de l'immigration, ne veulent plus y aller parce que on ne veut pas de ghetto, parce que vous vivriez pas dans ce ghetto-là, parce que je n'y vivrai pas. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il dit. Et là-dessus, il a raison. Et c'est vrai. Et Macron. Problème de société, problème de logement, problème d'emploi. Vous savez bien. Mais et là-dessus, il a raison, Macron, quand il dit les bourgeois, ils y sont jamais confrontés. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu quittes ces quartiers-là, tu quittes ces écoles-là, tu quittes ces maisons-là. Quand t'as pas d'argent, tu y restes. Là-dessus, il a raison. Le problème, c'est que c'est la rhétorique. Moi, j'ai juste ras-le-bol de les entendre. Je veux qu'on fasse des choses concrètes. Robert Ménard, ce matin, chez nos confrères de BFM TV au micro de Bourdin. C'est quand même assez incroyable qu'on demande l'avis de Robert Ménard sur Zemmour, mais bon. Non, mais tu vois, il y a des trucs qui dit, par exemple, les populations entre guillemets de type blanche ont quitté les quartiers populaires parce qu'ils en avaient marre du communautarisme. En réalité, c'est pas vrai en fait, parce qu'en fait, ces populations blanches ont quitté les quartiers tout simplement parce qu'elles ont dépassé en fait. C'est comme Esther Benbassa qui nous disait l'autre fois, elle nous disait que tous les juifs avaient quitté les écoles des banlieues parisiennes. Ça c'est faux aussi. Ouais, enfin non, mais en fait bon, c'est faux. En fait ces populations, en tout cas, bien sûr c'est faux. Ces populations sont parties parce que il y a eu un embourgeoisement social, tout simplement. Donc c'est ça en fait la réalité. Tandis que et souvent en fait cet embourgeoisement, on le met pas en fait en miroir avec la difficulté que peut avoir par exemple certaines familles dans les quartiers à bénéficier de l'ascenseur social. Par rapport à la discrimination qu'elles peuvent subir. Et je parle pas que de la discrimination de la couleur de peau, je parle aussi de la discrimination sociale. Parce que des familles ouvrières ont tendance malheureusement à se reproduire entre elles jusqu'à ce
ce qu'il y ait un petit qui sort du lot et qui réussisse à faire péter le plafond de verre. Et donc je termine là-dessus. Et donc c'est impose-toi, Rudy, ne te laisse pas faire. Il fait bien. Non, tout va bien. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles en fait ces familles blanches réussissent à partir et pas les familles maghrébines, noires ou tout ce que vous. L'autre chose aussi que j'aimerais dire par rapport à Zemmour, c'est que c'est étonnant quand même qu'il y ait des gens qui le défendent dans la mesure où il a été condamné. Et en plus de ça, en fait, il continue à s'exprimer en prime time, enfin presque prime time, mais en tout cas en direct partout, sur CNews. Tu peux le dire. Et c'est quand même fou. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui intéresse dans le pays en fait? Finalement, est-ce que c'est de construire la cohésion sociale ou bien de laisser en fait des trublions parler à gauche et à droite? Moi, ce qui me dérange, c'est pas qui parle, c'est quoi mais c'est qu'il n'est pas de répondant en face. Moi, ce qui me dérange en fait, c'est pas qu'il s'exprime, mais c'est qu'on lui laisse une vitrine, une tribune, totalement ouverte, alors qu'à côté, sans vouloir le défendre, par exemple, Dieudonné, par exemple, on lui coupe l'herbe sous le pied, etc. Voilà, je veux dire, il s'est fait connaître aussi pour des prises de position assez fortes, assez extrêmes. Il est boycotté. Zemmour, c'est pareil. Il est pas boycotté. Je comprends pas en fait dans quel sens on va. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on veut vraiment construire la cohésion dans ce pays ou pas? La question qu'il faut poser sur la question qu'aborde Ménard, d'abord il est normal qu'il défende Zemmour puisque lui-même est un rapatrié d'Algérie comme Zemmour. Ça c'est toujours une sorte de connivence entre deux. Tous les deux sont d'Algérie. Il n'y a pas à discuter. Zemmour, il a beau jouer son petit français, ça reste un beau nul d'Algérie. Zemmour, ouais, qui vient de Zemmour, pour être très précis. Donc Zemmour, j'ai déjà défié en disant que je l'attendais quand il veut sur un débat direct, parce que jusqu'à maintenant, il lui a toujours opposé des gens très faibles intellectuellement, qui savent pas défendre des idées et qui ne connaissent pas le personnage ni l'histoire. Ça, c'est la première des choses et je l'attends quand il veut. Un octogone ? Quand il veut. Bon. Ensuite, deuxième chose, la question qu'évoque Ménard sur la question des quartiers, elle est d'une mauvaise foi abyssale. J'ai vu l'évolution des quartiers. D'abord, les commissions de distribution des HLM sont les premiers responsables de cette ethnicisation de la question sociale. Elles ont concentré intentionnellement par quartier toujours les mêmes populations. Donc c'est eux qui n'ont pas blanchi les quartiers, mais qui ont refusé la mixité sociale. Vous avez des HLM à Paris, il n'y a quasiment pas de noirs et d'arabes. C'est pas par choix qu'on va dans les quartiers. Bien évidemment, et certainement pas parce qu'on est malien, on va à Montreuil ou surtout vu le délai d'attente pour obtenir. Non mais c'est vraiment, ils sont concentrés. Deuxième chose, ils confondent les clichés. Non mais c'est la vérité. Montreuil c'est malien essentiellement. Il y a plus de maliens qu'à Bamako, c'est ça que tu veux dire? Quasiment, c'est la capitale. Comme ça, Mantes-la-Jolie c'est marocain, enfin c'est connu. Aubervilliers c'est algérien, mais c'est grave. Ivry c'est quoi là-bas? Ivry c'est portugais. Ivry c'est quoi l'Ivry? Au départ c'est portugais. Et à Sarcelles beaucoup d'ultramarins. Voilà, Sarcelles. Bon. Et ce qui se passe pour faire simple, c'est qu'on confond les ghettos sociaux qu'on voudrait faire comme des ghettos ethniques. On veut faire croire qu'il y a une intention de la part de soi-disant des ethnies de se concentrer dans ces ghettos. Non, c'est des gens qui sont pauvres et qui restent là-dedans uniquement parce qu'ils ne peuvent pas s'élever socialement. Et pour vous donner une démonstration, la plupart des Algériens qui ont vécu dans ces quartiers, puisqu'ils parlent le français, ils font rigoler, ces Algériens maintenant sont tous propriétaires de petits pavillons d'appartements. Ils sont partis. Donc c'est toujours les derniers. C'est vrai que ce phénomène, on le voit à Blanc-Ménil, même à Montreuil, en fait, etc. Moi, ce que je trouve le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on aborde la question d'Éric Zemmour qui vomit des discours sur les grandes chaînes sans que ça pose de problème à personne. Mais ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est que notre président de la République nous ouvre un débat sur l'immigration qui va dans le sens de toutes ces idées. Sans vote. Voilà, de tous ces débats aujourd'hui, avec le contexte des migrants, avec la question des soins pour les étrangers, avec une remise en cause quand même d'un système qui fonctionnait jusqu'à présent et qui aujourd'hui semble poser problème. Et qui coûte de l'argent. Mais en même temps, la sécurité sociale n'a jamais été construite sur un modèle pour être excédentaire. Dès le départ, c'était prévu que ça soit déficitaire. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on culpabilise les gens sur la question de leur santé. Vous vous souvenez de la pub Pec Citron? Quand il y en a plus, il y en a encore. Un peu de radicalisation, un peu de djihadisme. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, était l'invitée d'Europe 1. La question, faut-il criminaliser l'idéologie salafiste? La question, elle est très claire. Réponse de Madame Pécresse. Moi, je parle pas de criminaliser. Je parle d'incompatibilité professionnelle. Pardon de vous dire, mais dans la vie, il y a des incompatibilités professionnelles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas faire quand on a un certain nombre de caractéristiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est déjà le cas dans les transports en commun. Dans les transports en commun, aujourd'hui, si vous faites l'objet d'une enquête des services antiterroristes pour radicalisation, vous pouvez être mis de côté. C'est la loi qui a été prise pour les conducteurs de transport en commun. Mais moi qui travaille évidemment en tant que présidente de région beaucoup avec tous les professionnels des transports, ils souhaitent que cette loi puisse être étendue et que les sanctions puissent être, plus fortes.
exemple, c'est le rapport Diard. C'est le rapport qu'a fait Éric Diard, le député des Bouches-du-Rhône, sur la radicalisation dans les services publics. Justement, pardonnez-moi Valérie Pécresse, dans ce rapport parlementaire, les députés Diard et Pouya évoquent, je cite, notamment dans les transports, et notamment dans les transports en Ile-de-France, que vous connaissez bien, un communautarisme rampant et un prosélytisme religieux avec des cas et des cas et des cas de profils radicalisés. Ils sont encore dans les transports, ils conduisent nos bus. Alors, ce qui est vrai, c'est que la RATP a dû faire face à cette radicalisation de son personnel et a pris des mesures. Aujourd'hui, à la RATP ou à la SNCF, on peut, parce qu'il y a une loi spécifique, on peut mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de côté? Ça veut dire enlever d'une fonction de conducteur de bus, par exemple, ou d'enlever d'une fonction de conducteur de métro. Mais ce que dit le rapport Diard, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut que ce soit un motif de licenciement possible et que le licenciement ne soit pas annulé par le juge. Moi, ce que je veux dire, c'est que très clairement, quand j'ai travaillé avec les entreprises de transport, elles ont demandé qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que celui qui maintient le bus, celui qui est sous-traitant du bus, etc. Donc la vérité, c'est qu'il faut aller dans toutes les fonctions de service public, la santé, l'éducation. Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Où est-ce que ça bloque, Valérie Pécresse? C'est pour ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement, une peur pour ne pas être taxé peut-être d'islamophobie pour certains? Le problème, c'est la caractérisation de l'incompatibilité. Moi, je crois que si on est inscrit dans le fichier de radicalisation, qu'on fait l'objet d'une surveillance par les services antiterroristes, alors votre employeur doit pouvoir demander au SNEAS, le SNEAS c'est une autorité administrative qui est auprès de la Direction Générale de la Police Nationale, une enquête. Et cette enquête, si cette enquête avère les faits, mais vous savez, la radicalisation, ça se prouve par la fréquentation d'une mosquée salafiste, ça se prouve par un certain nombre de comportements, refuser de serrer la main à une femme. Nous, à la région Île-de-France, nous avons eu en période d'essai une personne, un agent qui refusait d'avoir une chef femme. Qui refusait les ordres d'une femme. Et alors que s'est-il passé? Eh bien, on s'est séparé de lui à l'issue de la période d'essai. Donc ce matin, vous nous dites qu'il faut, au moindre signe de radicalisation, tout simplement, c'est un motif de licenciement dans tous ces secteurs. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut édicter des incompatibilités professionnelles et que dans tous les services publics de santé, les services publics éducatifs, les services publics évidemment de sécurité, la police, les établissements pénitentiaires, mais aussi dans les collectivités locales, il faut pouvoir engager des procédures de licenciement si les personnes ont des comportements contraires aux lois et aux valeurs de la République. La présidente de la région Île-de-France. Tu applaudis? T'applaudis? Ah oui, j'ai applaudi. Ouais. Magnifique. Magnifique. Ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est qu'elle veut faire les lois de Nuremberg de 35 que Hitler avait décrétées, qui étaient les lois de sauvegarde de la race allemande, du sang allemand. Elle dit quoi? Elle dit qu'en substance, puisqu'elle est en train de parler de tous les services publics, elle n'a pas ciblé, pas de sécurité, elle parle de tous les services, ceux qui sont considérés comme étant radicaux. Il faudra m'expliquer comment on peut identifier un radical, et il faudra qu'elle m'explique. Fréquenter une mosquée salafiste. Ouais, je ne connais pas les mosquées salafistes. Faut qu'elle les présente, on les connaît pas, mais bon, qu'elle nous donne la liste, ce sera intéressant, comme ça, elle est peut-être responsable. Elle est en train de dire que, donc, en gros, les arabo-musulmans, puisque c'est ça qu'elle cible, s'ils sont supposément radicaux, doivent être évincés des services publics. Voilà ce qu'elle dit. Ça s'appelle les lois de Nuremberg de 35. Félicitations, Madame Pécresse. Vous ne le dites pas de cette façon, mais effectivement, en substance, vous êtes en train de réhabiliter le nazisme. Chapeau. Bon, alors on va en Tunisie, messieurs, dames, parce que il s'est passé des choses hier. C'était l'élection législative. Avec nous et sur place, Tarek Mami. Bonsoir, Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Tarek, premier tour pas premier, d'ailleurs seul tour de cette législative. Premier et dernier. Taux de participation 41%. C'est déjà un taux de participation assez faible. Elle était surtout de 10% à 13h et tout le monde craignait qu'elle termine à 18h à 20. Donc on peut dire que de ce côté-là, c'est une agréable surprise de la voir remonter à 41, en rappelant que le premier tour de la présidentielle est monté à 49. On rappelle qu'il n'y a pas eu qu'une seule surprise hier, puisque les résultats définitifs sont pas encore tout à fait connus, ils seront connus que mercredi. Pour l'heure, il semblerait que dans un premier temps, le parti d'El Nahda de Rached Ghannouchi arriverait en tête de cette élection. Tout à fait. Alors en Tunisie, on appelle ça, en Tunisie, on invente toutes les normes de la démocratie. Donc on appelle ça, excusez-moi, les résultats préliminaires. Pourquoi préliminaires? Parce que ça sort en fait des sondages de deux instituts de sondage en Tunisie. L'un s'appelle Sigma, l'autre s'appelle Emerald, et les deux arrivent à peu près à la même définition. En ne connaissant pas ce qu'on appelle le reste, parce que le reste du scrutin, parce qu'en Tunisie, c'est le scrutin,
proportionnel avec le plus fort reste. Donc, vous prenez le nombre de sièges de l'Assemblée nationale, 217, vous divisez par le nombre de voix, donc vous prenez le 2 510 voix par exemple, vous les partagez par les 217 sièges, et c'est comme ça que vous trouvez des chiffres. Sauf que derrière, et ça va s'affiner un peu, parce que il y a beaucoup de partis qui vont avoir donc quelques voix de plus, qui ne permettent pas d'avoir un siège, mais cumulés dans toutes les circonscriptions pourrait donner quelques sièges. Donc le résultat devrait tourner si on reste dans cette configuration. Aujourd'hui, on donne Nahda avec 40 sièges. Le deuxième parti de M. Karoui, Kalb Tounes Le Caire de la Tunisie, à 33. Et après, le troisième parti, c'est le parti d'historiens héritiers. Et je vais utiliser tout au long de cette interview les mots utilisés par la rue tunisienne, pas par la science politique du monde. Donc, le troisième parti, le parti de Mme Abir Moussi, héritière de Ben Ali. Et après, vous avez donc toute une nouvelle liste, notamment d'un monsieur qu'en Tunisie on appelle l'avocat des terroristes. Donc, voilà un petit peu le langage fleuri de la Tunisie politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une majorité simple, pour pouvoir former un gouvernement, il faut 109 voix sur les 217. Et aujourd'hui, c'est compliqué. On ne voit pas comment les 109 vont se réunir, parce que d'un côté, il y aurait un gros bloc autour de Nahda qui ferait plutôt 60 sièges. De l'autre côté, autour de M. Karoui, un autre bloc qui ferait plutôt 60 sièges. Un bloc du centre, je dis, du centre de la carte, pas des centres politiques, qui fait 70 sièges. Et donc, si vous prenez 60, 60, 120, et les 70, ça fait donc 190, je crois, et il reste une trentaine de ce qu'on appelle en Tunisie les indépendants, qui sont des vrais et des faux indépendants. Donc il faut que dans ce magma, dans cette tchakchouka, puisque c'est le terme que nous utilisons à France Maghreb 2, on puisse sortir les 109. On verra bien ce qui va se passer. Une vraie tchouchouka à la tunisienne, hein, pour le coup, Gamal, hein, Sabrina et Rudy. Parce que des gens qui dénoncent la France sans savoir de quoi ils parlent, un type, monsieur qui c'est des révolutionnaires, qui utilise le terme coalition Al-Karama, qui donc aujourd'hui est très important en Tunisie. Et il se trouve que politiquement, et personne ne reproche rien à personne, que le regroupement, donc la coalition Karama, c'était le nom de la coalition de M. Choukri Belaïd en 2011, lui qui a été assassiné, et lui qui est de gauche, et il y a un type d'extrême droite dans le langage français qui vient utiliser la même dénomination sans qu'aucune autorité ne nous dise, messieurs, ce terme est déjà utilisé. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui nous ressortait en France le RPR ou je ne sais pas quel autre parti qui a disparu de la circulation. Oui, il y en a pas mal qui ont disparu. Très bien, Tarek. Donc, résultat définitif attendu mercredi. Deuxième tour de l'élection présidentielle qui opposera, on le rappelle, Nabil Karoui, toujours en prison ce jour, et Monsieur Kaïs Zied, donc dimanche prochain. Saïed, oui, c'est ça. Dimanche prochain, donc le 13 octobre, pour l'heure, l'élection est toujours maintenue. Hein. Oui, maintenue. Avec deux remarques extraordinaires pour la Tunisie. Les Tunisiens sont à la fois abattus ce matin, mais très silencieux dans la rue et fiers. D'abord, beaucoup de ceux qui ont voté pour Karoui sont fiers parce que c'est le seul pays du monde dans lequel le chef d'un parti, en prison, pour des raisons donc en préventive, donc pas condamné, un détenu politique, dit ses supporters, arrive à passer donc au deuxième tour de la présidentielle et arrive quand même, au vu des résultats d'hier soir, à être deuxième aux législatives, donc au Parlement. Ouais. Un parti qui a moins de 3 mois d'âge. Donc ça fait déjà une espèce de grosse discussion dans la rue tunisienne. Vous y rajoutez qu'aujourd'hui, un vrai coup de tonnerre vient de taper à Tunis. D'ailleurs, notre ami Sofiane Lakhdari a dû vous en parler à l'antenne ou hors antenne. C'est qu'un groupe qui s'appelle le groupe des jeunes, qui aurait, eux, tout fait par les réseaux sociaux de faire monter Kais Saïd au premier tour, Kais Saïd inconnu du grand public, en tout cas des électeurs de base. Aujourd'hui, ils ont sorti un communiqué sur toujours leur Facebook, parce que, chers auditrices, chers auditeurs de France Maghreb 2, en Tunisie, aujourd'hui, toute la vie politique ne se passe pas dans la rue ou dans les...
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Sabrina Sebaï a dû bien nous quitter, peut-être un peu peur du quiz, je ne sais pas, peut-être. Non, pour des raisons évidemment professionnelles. Merci en tout cas à Sabrina qui reviendra très vite autour de cette table. Gamal Abina, oui, fondateur des droits civiques, monsieur Rudy Kazi, qui est vice-président des forces républicaines, et Medjahed aussi, l'arbitre du quiz, parce qu'il me fallait un arbitre, parce que tu sais, j'ai tellement de mauvaise foi dans cette équipe qu'il faut absolument un arbitre. Donc Medjahed, dans l'animateur. Voilà. Je compte sur toi évidemment pour écouter bien, avoir l'oreille. Je rappelle les règles parce qu'il faut qu'on aille très vite. Les règles, c'est très simple. Vous attendez bien la fin de ma question avant de répondre, sinon je vous enlève un point. On est d'accord, Rudy, Gamal? On y va, c'est parti. Première question, on ne perd pas de temps. Première question. 1935, inauguration officielle d'une compagnie aérienne. Laquelle? Lufthansa. Non. Air France. Air France, bonne réponse. Premier point pour Gamal Abina. 1935, c'était donc un 7 octobre. On y va, deuxième question. Rudy, il faut se réveiller. Quel boxeur français remporte sa première victoire à Paris en 1937? Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est une deuxième bonne réponse. Facile. Ah bah facile, mais faut répondre. Oui. Attends, 2-0 pour Gamal Abina. On y va. Troisième question. Pour l'instant, l'arbitre est plutôt tranquille. Ah bah oui, là. Qui a abrogé le décret Crémieux en 1940? Pétain. Philippe Non. Pétain. Pas du tout. Laval. Non. Décret qui donna la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Quoi ça? Il y a Darlan? Non. C'est-tu connu? Bah oui, quand même. Alors, 1940. De Gaulle. Non, en 40. Vichy. Ah, Vichy, ouais. Bah oui. Attends, tu me dis qui, moi? Bah oui, c'était la question. C'est Pétain. Bon. C'est le Vichy, c'est Pétain. On donne le point à lui, à ma gauche, là. On donne le point à lui? À qui? Comment il... Rudy? Je veux bien. Rudy, oui, parce qu'il a dit Pétain avant. Ah bon? Ah, toi, t'as dit Vichy, lui, il a dit Pétain. J'ai pas dit Vichy. Ah bah si. Non, il a pas dit Vichy. Moi, ma réponse c'était Vichy. Je veux pas entendre parler de Pétain. Non, mais Vichy, c'est le système. Oui, mais d'accord, mais moi c'est Vichy que je voulais. Ok, si tu veux. D'accord. Donc j'accorde le point à personne. Voilà. C'est triste. C'est pas Non, mais c'est pas vous qui allez faire les règles non plus. Hein. C'est pas problème, c'est Philippe Pétain. Quel mannequin a été désigné par les maires de France en 1999 pour être la nouvelle Marianne? Pas évangéliste, comment il s'appelle? Par les maires de France. D'accord. Ouais. Comment il s'appelle? Allez. Je me rappelle plus, c'est Marianne, ça vous parle pas les mecs? Oui, elle est corse. Si, machin là. Bah machin, comment machin? J'ai oublié, pardon. J'ai oublié. Elle joue dans la série, je vois très bien qui c'est, mais je retiens pas les Laetitia Casta. Ensemble. Je pense que là, on est dans l'embarras, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans l'embarras, mais le premier c'est celui de. Mais attends, tu l'as payé ou quoi? On va le dire en même temps. Non, il a une très bonne acuité, écoute. Donc Medjahed. Je donne le point à Rudy. Ah oui. Oui. 2-1. Je suis très étonné. Rudy. Ah si, il a vraiment dit Castard vraiment à côté de moi. Oui. 2-1, on est d'accord. Toujours 2-1. Oui. Allez, cinquième question. On y va, messieurs. C'est parti. Celle-là, elle est facile. Quel ancien acteur a été élu gouverneur de la Californie en 2003? Arnold Schwarzenegger. Oui, il l'a dit. Rudy. 2-2. J'ai dit avant? Non. Rudy l'a dit. Sérieux, je dis Je confirme. Rudy l'a dit. Le nom et le prénom et le nom. Attention, la dernière question pour vous départager, messieurs. Tout se joue là-dessus. C'est une question sport. Je cherche un entraîneur belge qui a emmené l'OM à son titre de championnat d'Europe en 1993, né en 1921. Oui, belge. Oui. Belge, un entraîneur belge. J'y connais rien, moi. Il a emmené l'OM. Bah quoi, tu suis pas l'OM? Non, je suis en 93. C'est avec cet entraîneur-là qu'ils ont été champions d'Europe. Attends. Raymond. Raymond. Attends. Je suis pas du tout. Raymond. Raymond Coppa, j'ai n'importe quoi. Non. Raymond Goethals. Oui. Il l'a eu, c'est Rudy. Mais non, dis en même temps. Arrête. Medjahed. Malheureusement, le Goethals a été donné. Bah attends, c'est quoi ça? Et voilà Rudy pour son premier quiz. Victoire face à Gamal, 3-2. 3 fois en même temps et le micro et qui se casse la figure. Et heureusement que Medjahed était là quand même. C'est normal, Medjahed. Heureusement que Medjahed était là pour mettre un peu d'ordre dans ce quiz. Bravo Rudy. Merci beaucoup. Premier quiz, première victoire. Bravo. Voilà. Rudy, à très vite. Gamal a l'impression de s'être fait voler. Un petit peu quand même. Gamal, j'ai confiance dans l'acuité Gamal sonore. J'ai pas confiance dans l'acuité. Alors que les micros sont en train de tomber. Gamal et le Philippe Bouriaki du lundi en fait, c'est ça. Bon, merci messieurs. Demain, autre ambiance, autre équipe dans le Grand Forum. Dans un instant, vous l'avez entendu, Medjahed
qui va lui faire son propre arbitre, son propre jeu dans un instant. J'ai même fait une remontada là. Ah ouais, remontada, absolument. Merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez parfaitement raison d'y rester. Il est 18h, le rappel de l'actualité, ou plutôt le journal de Sophie Sarance pour l'actualité. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Un débat hautement sensible qui divise la classe politique. La question de l'immigration s'invite à l'Assemblée. Il ne faut pas en avoir peur, dit ce soir le Premier ministre Édouard Philippe, qui l'assure. Il n'est pas question de braconner sur les terres de l'extrême droite, mais d'avoir une vraie réflexion sur le sujet. Christophe Castaner, lui, est sur la sellette. Le ministre de l'Intérieur doit être auditionné demain sur les dysfonctionnements qui ont mené à la tuerie de la préfecture de police de Paris, tuerie perpétrée par un employé radicalisé. La France doit-elle se poser la question de l'immigration, à en croire les conclusions du grand débat national? Non, il ne s'agit pas d'une priorité pour les citoyens. Mais ni le président ni le gouvernement ne sont de cet avis. Édouard Philippe a lancé tout à l'heure le débat à l'Assemblée nationale. Sujet hautement sensible qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer, a-t-il dit. On l'écoute. Les questions que nous nous posons ne sont ni nouvelles ni scandaleuses. Elles ne sont pas plus l'apanage de partis populistes sur les terres desquelles nous serions surpris à braconner. Ce sont des questions qui, de longue date, interrogent les Français, des questions auxquelles le pays doit faire face. Pour une fois depuis longtemps, le gouvernement fait le choix de venir s'exprimer au Parlement sur l'immigration, non pas sur la base d'un texte technique, mais pour proposer un diagnostic et une stratégie. Édouard Philippe qui estime que ces objectifs ne sont pas atteints et qu'il faut notamment revoir la position de la France en matière d'accueil et d'asile. Il se dit même prêt à étudier l'idée de quotas. Un débat en tout cas qui divise la classe politique et qui ne plaît surtout pas à l'extrême droite, inquiète que l'on marche sur ses plates-bandes. Dans l'ordre, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Ce débat est complètement cadenassé et donc on va assister à une opération, de pure communication qui d'ailleurs se retourne contre le gouvernement puisque les Français vont comprendre, s'ils regardent ce débat, que finalement rien ne va se passer. C'est tragique pour le pays. Ce débat est un débat pour faire semblant de s'intéresser au problème de l'immigration. Et je vous rappelle tout de même qu'après avoir annoncé ce débat, il demandait en Italie que les pays qui refusent les migrants soient condamnés à des sanctions financières. Excusez-moi, mais c'est quand même assez contradictoire. Et pendant ce temps-là, 13 corps ont été repêchés. Il reste encore une dizaine de disparus après le naufrage cette nuit d'un bateau de migrants près de l'île de Lampedusa. Annonce des gardes-côtes italiens. Parmi les victimes, majoritairement des femmes enceintes et des enfants. La France exhorte la Turquie à s'abstenir de toute opération militaire dans le nord de la Syrie. Opération programmée par le pouvoir turc après le retrait des troupes américaines. En cause de la présence dans la zone des forces kurdes, alliées de Washington mais ennemies de la Turquie, considérées comme une organisation terroriste. Le terrorisme intérieur à présent est cette question. Christophe Castaner doit-il démissionner ? Après sa gestion de la crise des Gilets jaunes et la mort de Steve Hanant, le ministre de l'Intérieur est une nouvelle fois pointé du doigt après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Alors si les Républicains et le Rassemblement national fustigent les erreurs du ministre et demandent sa démission, à gauche les parlementaires sont un peu plus modérés, à l'image d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Moi je souhaite qu'il y ait une enquête à la fois judiciaire, elle est entamée, et puis une enquête parlementaire, qui permette de faire la lumière sur les responsabilités et de comprendre ce que sont les leçons qu'il faut tirer de cet événement dramatique. Après, pour ce qui est de la démission de Christophe Castaner, nous verrons bien en fonction de ce que seront les résultats de cette enquête. Moi, je ne veux pas commencer par la fin, je veux commencer par le début. Donc, plutôt que de chercher à utiliser cette affaire de manière politicienne, je veux qu'on puisse en tirer l'essentiel, en tirer les bonnes leçons, et puis viendra le temps des explications avec les politiques s'ils n'ont pas été à la hauteur. Des propos recueillis au micro de Boris Karlamov à l'Assemblée nationale. Les militants écologistes d'Extinction Rebellion bloquent ce soir la place du Châtelet à Paris. C'est le lancement de 2 semaines d'action, coup de poing dans le monde pour dénoncer l'inaction, selon eux, criminelle des gouvernements en matière de réchauffement climatique. Dans le reste de l'actualité, l'indignation en Italie, le parquet de Rome a ouvert une enquête pour menaces aggravées après la découverte d'un mannequin à l'effigie de la jeune militante pour le climat Greta Thunberg pendue sous un pont de la ville. Le Brexit ne sera pas reporté. Boris Johnson a de nouveau exclu de déplacer l'échéance. Dans un entretien hier avec le président de la République Emmanuel Macron, ce sera bien le 31 octobre.
et les Britanniques qui sont prêts à marteler le Premier ministre. Le prix Nobel de médecine décerné aux Américains William Kaelin et Greg Semenza et aux Britanniques Peter Ratcliffe. Leurs travaux portent sur l'oxygénation des cellules. La médecine ouvre une saison Nobel exceptionnelle avec 2 prix de littérature puis le prestigieux prix Nobel de la paix. Le foot et le défenseur lyonnais Léo Dubois, blessé à une cuisse, remplacé par Djibril Sidibé pour les rencontres qualificatives à l'Euro 2020 contre l'Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre. Annonce ce soir de la Fédération française de football. Et voilà pour ce qu'on pouvait retenir essentiellement de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.